corps qui a une température non nulle émet un rayonnement. Nous verrons que le rayonnement électromagnétique est susceptible de transporter de l'énergie dans le vide, comme dans un milieu matériel. La mesure de ce rayonnement nous renseigne donc sur la nature du corps qui émet ou du milieu qu'il traverse. Pour les applications de la télédétection que nous verrons ultérieurement, il est donc fondamental de bien comprendre les définitions des grandeurs mesurées. C'est ce que nous proposons de faire dans cette vidéo. Cette première partie débute par des notions très brèves sur le rayonnement électromagnétique qui seront nécessaires pour comprendre les principes développés ensuite. Nous nous contenterons de rappels, sans rentrer dans les détails. En deuxième partie, les propriétés géométriques du rayonnement seront introduites et pour terminer, différentes grandeurs utilisées pour mesurer le rayonnement dans le domaine de la télédétection seront définies. Nous allons, dans un premier temps, rappeler très rapidement quelques propriétés du rayonnement électromagnétique. Les phénomènes électromagnétiques sont régis par 4 équations que Maxwell a énoncées à la fin du XIXe siècle. Elles relient les variations temporelles et spatiales du champ électrique E et du champ magnétique H sous une forme très condensée. Une fois émis par une source, le rayonnement électromagnétique est susceptible de transporter de l'énergie à distance, que cela soit dans le vide ou dans un milieu matériel. Le rayonnement électromagnétique est défini par la vibration simultanée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique H, vecteurs qui dépendent tous les deux de l'espace, représenté ici par le vecteur R, et du temps t. Ces deux vecteurs, E et H, définissent le champ électromagnétique. E et H sont reliés par les 4 équations fondamentales de Maxwell. Dans ces équations, des constantes interviennent implicitement pour définir les vecteurs électriques ou magnétiques. Ce sont la perméabilité du vide μ0 et la permittivité aux constantes diélectriques du vide, ε0. Dans le vide, elles relient l'induction B et le champ magnétique H d'une part, et le champ électrique E et le vecteur déplacement D d'autre part. Dans la matière, ces relations sont plus complexes et dépendent du type de matériau considéré. On pourra consulter les définitions plus complètes en fin de chapitre. La résolution des équations de Maxwell pour les ondes planes dans le vide montre que la vitesse d'une onde électromagnétique est celle de la vitesse de la lumière, c. Elle se déduit des deux constantes μ0 et ε0 et vaut environ 300 millions de mètres par seconde, soit 300 000 km par seconde. Le champ électrique crée une force sur une charge Q qui lui est proportionnelle. Si la charge Q possède une vitesse V, elle subit une force dite de Lorentz qui dépend aussi de l'induction magnétique B selon la formule F égale QE plus V vectoriel B. Lorsque les sources sont à l'infini et qu'elles émettent à la même fréquence, la solution des équations de Maxwell est une onde plane monochromatique, qu'on représente sous une forme sinusoïdale. Nous supposons ici que le signal se déplace sans atténuation ni déformation. Le champ électrique, en bleu sur la figure, peut s'exprimer comme une vibration dans le plan perpendiculaire à la propagation, appelé plan d'onde ou plan de polarisation. Le champ magnétique, en rouge, vibre dans le même plan d'onde et perpendiculairement au champ électrique. On décrit généralement les propriétés du champ électrique pour caractériser l'onde, le champ magnétique pouvant en être déduit. Pour représenter la vibration sinusoïdale, on adaptera la notation mathématique d'exponentielle complexe. Un rappel en fin de cours la définit. Il faut garder à l'esprit que la valeur physique du champ électrique est la partie réelle de cette exponentielle complexe. Le champ électrique dépend de la position dans l'espace définie par la position R et le temps t. Sa valeur maximale s'appelle l'amplitude complexe et est notée E0. L'argument de l'exponentielle complexe, ou de la sinusoïde, est appelé phase. On introduit parfois un déphasage noté φ entre deux ondes de même fréquence et de même vecteur d'onde. Nous l'intégrerons ici dans l'amplitude, qui est donc une grandeur complexe. À un instant donné t,
La longueur d'onde est définie par la plus petite distance entre deux points de même valeur de champ électrique, représentés en bleu ici. À la longueur d'onde est associé le vecteur d'onde k, dont le module vaut 2π sur lambda et dont la direction est celle de l'onde. On définit également le nombre d'ondes nu, tilde, parfois appelé fréquence spatiale, qui représente le nombre d'oscillations de l'onde par unité de longueur. En un point donné de l'espace, la vibration est caractérisée par un nombre de cycles par seconde. Cela définit la fréquence qu'on notera nu. Le temps minimum mis pour atteindre la même valeur de champ est appelé la période t, qui est l'inverse de la fréquence. On en déduit la pulsation oméga. La résolution des équations de propagation indique que la vitesse c de l'onde se déduit de la pulsation et du vecteur d'onde. On retiendra finalement que la longueur d'onde se calcule comme le produit de la vitesse de l'onde et de sa période. Il faut noter l'équivalence des deux points de vue spatial et temporel, équivalence longueur d'onde et période temporelle, l'une se déduisant de l'autre par la multiplication de la vitesse de l'onde c. On en déduit les rapports entre la fréquence spatiale, le nombre d'ondes, et la fréquence temporelle en les divisant par c. De même pour les pulsations, on les retrouve en multipliant les fréquences par 2π. Cette figure présente différentes gammes de fréquences exprimées en Hertz depuis les ondes radio autour de 10 puissance 6 Hz ou 1000 kHz jusqu'aux rayons gamma autour de 10 puissance 21 Hz, caractéristiques des réactions nucléaires. Compte tenu de l'étendue des gammes de fréquences, elles sont représentées ici par une échelle logarithmique. L'équivalence en longueur d'onde est indiquée en dessous, selon une progression inverse, de la plus petite à droite à la plus grande à gauche. La transmission de l'atmosphère est superposée à ce schéma en grisé. En partant de la droite, les longueurs d'onde les plus courtes correspondant à la taille d'un noyau atomique sont de l'ordre du picomètre, soit 10 puissance moins 12 mètres. Les longueurs d'onde de l'ordre de l'angstrom, à quelques nanomètres, représentent des tailles équivalentes à des molécules. Elles correspondent à des fréquences encore très élevées et c'est le domaine des rayons X que l'on utilise pour les radiographies médicales par exemple. Ces deux domaines ne sont pas utilisés dans l'observation de la Terre. On notera que l'atmosphère est opaque. Viennent ensuite les ondes optiques, courtes, entre 0,3 et 4 microns. Elles incluent l'ultraviolet ou UV, le visible, qui est le domaine de sensibilité de l'œil humain, et le proche infrarouge. C'est essentiellement le domaine où le rayonnement provenant du Soleil est le plus énergétique. On parle de longueur d'onde solaire. L'atmosphère y est quasi transparente. Cette région est qualifiée de fenêtre atmosphérique solaire. De 4 à 100 micromètres s'étend le domaine de l'infrarouge, noté IR. Le domaine d'émission des corps terrestres, en général, se situe autour de la dizaine de micromètres et est appelé infrarouge thermique. Il faut noter que dans cette région spectrale, autour de 10 micromètres, l'atmosphère est assez transparente. C'est la fenêtre atmosphérique infrarouge. Au-delà de 20 microns, s'étend une région infrarouge où l'atmosphère est opaque. Le domaine des micro-ondes correspond à des longueurs d'onde millimétriques à décimétriques. Dans ce domaine, on préfère caractériser le rayonnement par sa fréquence. Elle s'exprime donc en milliards de Hertz, soit de l'ordre du gigahertz à quelques centaines de gigahertz. On parle aussi d'hyperfréquence, qui recouvre les domaines d'application tels que la Wi-Fi, le téléphone cellulaire, le four micro-ondes. Les ondes plus longues, métriques ou hectométriques, ont des fréquences plus faibles et ne sont que rarement utilisées dans le domaine d'observation de la Terre, mais plutôt pour les télécommunications. Il est important de remarquer que les valeurs limites de ces domaines ne sont qu'indicatives et peuvent être légèrement différentes selon les applications ou les auteurs. On représentera désormais uniquement le champ électrique, le champ magnétique s'en déduisant par les équations de Maxwell. Si l'espace est orienté selon les axes OX, OY, OZ,
l'axe OZ sera choisi selon la direction de propagation. Jusqu'à présent, le champ électrique qui se propage avec une onde monochromatique a été représenté avec une direction constante perpendiculairement à la direction de propagation. Mais si deux ondes de même fréquence et de même direction de propagation se superposent, elles vont provoquer une variation de la direction du champ électrique résultant. Le champ E résultant, dans le plan de l'onde orthogonal à OZ, à un instant t et en un point donné R, peut se décomposer selon ses composantes EX et EY, déphasées l'un par rapport à l'autre. Au cours de la propagation de l'onde, le champ E pourra avoir des directions différentes comme nous le voyons ici. Dans le cas le plus général, la polarisation est qualifiée d'elliptique puisque la flèche du vecteur E décrit une ellipse dans le plan de l'onde. Plusieurs cas particuliers de polarisation se présentent. Dans le cas de la polarisation linéaire, la projection du champ sur les deux axes OX et OY ont la même phase phi à pi près. Ces deux composantes vibrent en phase ou en opposition de phase. Alors, le champ résultant vibre gardant toujours la même direction. Dans le cas de la polarisation circulaire, le champ selon X et selon Y ont même amplitude à l'instant t, mais ils sont en quadrature de phase. Lorsque X est maximal, EY est nul, et réciproquement. Si on projette la vibration sur le plan OXY, l'extrémité du vecteur E est bien un cercle sur la figure présentée. Le champ évolue maintenant dans l'espace en se déplaçant selon l'axe Z. La projection sur le plan OX-OY est bien un cercle. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à des ondes monochromatiques, c'est-à-dire qu'elles vibrent toujours avec la même fréquence ou longueur d'onde. Les ondes réelles résultent de la superposition d'ondes monochromatiques qui ne sont pas généralement en phase entre elles. C'est le cas de la lumière naturelle émise par le gaz ou le soleil par exemple. La notion d'onde réelle implique que l'on examine les propriétés moyennes des ondes. Ce sont donc les propriétés macroscopiques qui doivent être considérées. On parle alors de polarisation aléatoire ou naturelle. Dans le cas de la polarisation aléatoire, la direction du vecteur E change aléatoirement de direction au cours de la propagation sans décrire une figure géométrique particulière. Il existe des circonstances où les ondes naturelles peuvent être partiellement polarisées. La réflexion, par exemple, peut modifier la polarisation aléatoire des ondes naturelles incidentes du Soleil, par exemple. Nous allons maintenant définir les outils mathématiques qui nous permettent de prendre en compte la géométrie du rayonnement reçu ou émis.